Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Éric Groven, le président de Sogeprom. Bonjour Éric Groven. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Ce n'est pas la première fois que vous venez, on a déjà fait des points immobiliers ensemble. Aujourd'hui, on voulait s'intéresser à cet immobilier neuf dont on lit qui traverse un moment un peu compliqué en ce moment puisque on a du mal à faire sortir des immeubles de terre et mécaniquement, le sujet n'est pas sur la demande mais sur l'offre. On a du mal à avoir une offre conséquente aujourd'hui en matière d'immobilier neuf. Oui, alors malheureusement, on peut dire que cette situation dure depuis quelques années maintenant, mais plus le temps passe, plus les difficultés s'accumulent. D'accord. D'abord, l'accès au foncier est rare, donc de plus en plus cher. Les maires sont de plus en plus réticents à délivrer des permis de construire. Nous avons également beaucoup plus de recours que par le passé, bien sûr, de gens qui s'opposent en fait à des constructions neuves à proximité de chez eux. Et puis maintenant, nous sommes frappés par l'inflation, les coûts de construction. Donc, les éléments qui concernent finalement ce marché de la promotion immobilière neuve dans le résidentiel sont compliqués. Et puis pour les ménages, la hausse des taux d'intérêt et la restriction des conditions de crédit. Donc, on peut dire que nous sommes dans une zone de turbulence déjà depuis un petit moment et on ne voit pas quand on va en sortir. Alors sur la demande, on va traiter ça dans un second temps. Si on reste sur l'offre et si on regarde depuis les 6 premiers mois de l'année, cette zone de turbulence, vous l'évaluez comment ? Vous voyez une année 2022 compliquée en matière de livraison, par exemple, d'immeubles ? On sera de toute façon très loin de l'objectif des 500 000 logements livrés neufs en France, qui était l'objectif des pouvoirs publics depuis très longtemps. Et il faut faire très très attention aux chiffres que l'on publie. D'ailleurs, je vous renvoie vers les analyses qui sont très bien faites de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bien sûr, qui va publier des chiffres récemment, qui devient prochainement, pour le coup. Que je n'ai pas l'intention de paraphraser, juste pour vous dire que les points de comparaison sont compliqués parce que l'année 2020 avec le Covid est extrêmement compliquée. Donc elle introduit en quelque sorte une rupture dans la chronique statistique. Et puis, d'autre part, on voit une accélération des dépôts de permis pour des opérations qui anticipent un éventuel durcissement des normes énergétiques. Et donc on se dit finalement, lançons les projets dans le corpus de règles qui existent aujourd'hui, parce que si elles se durcissent demain, ces projets seront encore plus compliqués. Donc la base de comparaison 2020 est compliquée, et puis un petit effet d'accélération très ponctuel qui fait que c'est difficile de l'interpréter, mais globalement, le marché de l'immobilier neuf en France est en crise. Donc on a actuellement une petite accélération des dépôts de projets, mais ce qui ne veut pas dire que pour autant les travaux commencent ensuite. L'essentiel c'est de prendre date, si vous voulez, d'avoir un PC purgé. Une fois que vous avez un PC purgé, l'opération peut commencer. Et comme l'instruction des dossiers est très longue la plupart du temps, avec tous ces avatars que j'ai signalés, eh bien les promoteurs se dépêchent parce qu'ils ne veulent pas en plus prendre les coûts de construction supplémentaires. Bien sûr. À cet égard, d'ailleurs, pendant de nombreuses années où l'inflation était nulle, nous avions des contrats à prix fixe. Maintenant, ils sont indexés. C'était ma question justement sur les craintes un petit peu. C'est parce que vous avez mentionné effectivement une des craintes réglementaires, notamment au niveau de l'énergie ou de l'énergie utilisée au sein des bâtiments. Mais la crainte, elle est où ? Elle est sur le coût potentiellement, par exemple, des coûts de construction, des coûts d'énergie, ou plus sur le réglementaire autour de la transition énergétique du logement ? Alors, sur l'aspect réglementaire, la complexité et les surcoûts, je dirais que pour le bien commun, les promoteurs sont résignés. C'est-à-dire qu'on voit bien que le mouvement vers lequel on est parti est irréversible et donc on produira de plus en plus des logements de qualité. Pour les coûts, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs de 0,75, qui est un énorme saut, car elle anticipe une inflation durable. Je crois que sur la zone euro, c'est 8,1% pour l'année 2022 et encore 5 ou 6% pour l'année 2023. Donc évidemment que on ne peut pas, en tant que promoteur, répercuter la hausse des prix sur le prix des logements. C'est impossible. Parce que là, j'en arrive à la demande, ça veut dire qu'on emprunte plus cher et du coup, on achèterait mécaniquement plus cher parce qu'il faut répercuter ce prix-là. Et ce sont deux phénomènes qui se conjuguent, qui sont très néfastes pour l'accession à la propriété ou l'investissement patrimonial. D'un côté, il y a une tendance mécanique à l'augmentation des prix, pour ce que je disais, le foncier, les coûts de construction, et d'autre part, un renchérissement considérable des taux de crédit. Il faut se rendre compte que, encore l'année dernière, on pouvait s'endetter à 15-20 ans en dessous d'1%. Maintenant, on arrive à 2%.
Et encore, quand on n'atteint pas le taux de l'usure, où là, vous ne pouvez de toute façon pas faire votre dossier. Donc, pour les primo-accédants qui sont très impactés par ces hausses, et aussi pour les investisseurs patrimoniaux, la conjoncture devient difficile. Justement, alors si on a, comment est-ce qu'on qualifierait ce marché si on a une offre qui se raréfie et une demande qui fait face du coup à des contraintes supplémentaires? C'est un marché tendu. D'accord. C'est un marché tendu. Donc les prix c'est pas le prix du gaz qui s'est multiplié par 1000, je crois, si j'ai bien entendu les dernières statistiques. C'est un marché extrêmement tendu, une offre insuffisante, une demande forte et des conditions d'accès aux produits par son prix et ses conditions de financement qui se sont considérablement dégradées dans le temps. Est-ce qu'on peut parler d'un marché de l'immobilier neuf où il y a plusieurs réalités sur le terrain en fonction des zones géographiques ou de l'utilisation? Parce que là, je parle de l'immobilier, mais immobilier neuf, on a effectivement parlé du résidentiel, mais peut-être que c'est différent dans le bureau, peut-être que c'est différent quand on est en ville ou en région. Alors, d'abord, et je pense qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus, il y a un marché dans le neuf qui est la maison individuelle, qui répond à sa propre logique et qui d'ailleurs, je le précise, en dépit des déclarations qui ont pu être faites par tel ou tel ministre par le passé, reste quand même l'endroit où les gens ont envie de vivre. Hein. D'accord. Quand vous interrogez les Français, ils veulent une maison individuelle. Bien sûr, voilà. oui. Bon, et donc ça, c'est un segment de marché qui a sa propre dynamique. Après, sur le résidentiel, on a évidemment des marchés extrêmement segmentés selon la zone. Vous avez des zones tendues dans lesquelles vous allez vous retrouver face à des conditions compliquées parce que peu d'offres et beaucoup de demandes, et puis des zones beaucoup moins tendues. Donc ça, incontestablement, il y a des marchés très très différents. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certaines villes moyennes, je lisais un article ce matin dans les Échos qui donnait précisément une liste d'une trentaine de villes dont les prix avaient totalement explosé, mais partant de très très bas. Donc on voit bien que le marché immobilier à Paris neuf est inexistant. Il est dynamique en première et deuxième couronne grâce au Grand Paris Express, à la proximité des 68 nouvelles gares. Et il est très diversifié en province avec une très forte montée en puissance des villes de province moyennes, accessibles et bien desservies par les services. Il y a des villes où il n'y a pas de demande pour le logement neuf, alors même qu'on se dit que mécaniquement, s'il y a moins d'offres, de toute façon, il y aura une demande en face, puisque la demande est quand même normalement présente pour le logement en France aujourd'hui. Il y a des zones dans lesquelles les gens ont plus ou moins envie de vivre. Bien sûr. Je ne vais pas citer d'exemple ici, mais il y a des villes, quand vous regardez, vous avez par exemple un marché, je pensais à l'Ancien, des villes où vous êtes à moins de 1000 € du mètre carré, pas pour du neuf, hein, mais vous allez avoir du neuf autour de 3 000 € du mètre carré, là où, je prends l'exemple de Paris ou de la première couronne, vous allez arriver assez facilement à 15, 16, 17 000 € du mètre carré. Plus vous montez dans l'immeuble et plus vous avez des balcons et des terrasses, et plus c'est cher. Donc, il y a incontestablement une préférence exprimée par les ménages en fonction des différentes zones, et donc des endroits où c'est les zones qui ne sont pas tendues, où là on trouve un équilibre de marché. Et d'ailleurs heureusement, parce que pour beaucoup de Français appartenant à la classe moyenne, c'est la seule façon de se loger correctement à pas trop cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement aider à développer parce qu'en fait derrière le sujet de l'immobilier, ok, il y a un sujet d'investissement, mais il y a un sujet de logement aussi quand même. Donc là il y a l'investisseur qui va se poser la question de savoir si l'offre va arriver, si les prix vont augmenter, si les prix vont baisser. Puis il y a le sujet de savoir effectivement est-ce que tous ces immeubles bloqués, on n'en a quand même pas besoin à un moment pour loger une population, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer le processus, ou en tout cas fluidifier le processus? Alors là, la réponse à cette question, elle est connue, mais ceux qui la prononcent prêchent dans le désert. D'accord. Moi, le premier, et la campagne présidentielle, quand on regardait les programmes des candidats, était à cet égard extrêmement décevante, puisque aucune des idées de bon sens qui avaient été émises par les professionnels n'ont été retenues par aucun des candidats. Donc, la réalité, c'est que si vous voulez loger correctement les gens qui habitent dans notre pays et résoudre le problème du mal logement ou du logement indigne entre 2 et 4 millions de personnes qui sont mal logées en France, il faut produire plus. Et pour produire plus, il faut mettre en place une vraie politique du logement. Et ça, elle n'est possible qu'au niveau de l'État, c'est-à-dire se doter d'une ambition, se donner les moyens de la réaliser. Or, je vais vous donner un élément qui explique pourquoi
ça n'est pas électoralement rentable de faire une politique du logement, c'est que si qu'il faut accepter les immeubles à côté des électeurs actuels. Alors il y a ça, mais il y a un phénomène encore plus évident. Vous avez 300 000 logements en France et 30 millions de résidences principales. Ça veut dire que chaque année, vous allez reconstituer 1% du parc. Au bout de 5 ans de mandat, vous aurez touché 5% de l'habitat en France. Et donc, il est évident que face à la complexité de ce sujet, face au coût, face à la nécessité de faire une politique, l'impact d'un quinquennat sur le parc immobilier français sera négligeable. Et donc, on comprend pourquoi les pouvoirs publics, par exemple à bon droit, ont préféré mettre le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'était vraiment urgent. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps, ils sont allés vers ce segment-là, plutôt que vers la construction de logements neufs. Et la crise, de ce fait, est vraiment forte. Merci beaucoup Éric Groven d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter un petit peu ce secteur immobilier dans le neuf qui effectivement fait face à un certain nombre de turbulences en ce moment. Je rappelle que vous êtes président de Sogeprom. Merci à vous de nous avoir suivis également. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.